On dit que Démocrite est l'un de ceux, avec Épicure, qui avait déjà imaginé, dans cette antiquité grecque, donc il y a au moins 3-4e siècle avant Jésus-Christ, que le monde était fait de minuscules particules invisibles, qu'ils avaient d'ailleurs appelé atomes, atomos, qui veut dire en grec indivisible. Le monde est fait d'éléments différents qui s'emboîtent, si vous voulez. Hein. Alors ceci pour dire que cette idée d'atome, elle ne date pas tout à fait d'hier, l'idée intuitive. Alors Newton en avait déjà aussi une idée, mais il pensait aussi que l'univers était fait de particules microscopiques invisibles, et ce qui est moins connu, Huygens, en 1789, avait aussi fait un écrit expliquant, c'est je crois un physicien de l'époque, avait dit aussi que la nature était faite d'atomes. Donc, en fait, la véritable théorie atomique date de Dalton. 10 puissance moins 23 secondes, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le temps que met la lumière pour traverser un proton. C'est absolument dément. C'est court. Oui. Non mais quand on y pense, c'est dément, parce que déjà il faut seulement une seconde à la lumière pour faire aller jusqu'à la Lune, mais alors un proton c'est 10 puissance moins dans les 15 protons, c'est 10 puissance moins 15 mètres, vous voyez, c'est un femtomètre. Alors, vous voyez, cette vitesse gigantesque pour franchir un truc aussi minuscule, bon, ben, ça donne un ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 23 secondes. Et pour nous, avec notre petit cerveau à notre échelle qui opérons dans quelques mètres carrés, quelques kilomètres, bon, c'est très difficile pour nous d'appréhender, même pour un professionnel de la physique, hein, c'est pareil pour tout être humain, c'est très difficile d'appréhender intuitivement, concrètement, des grandeurs aussi grandes. Hein, voilà. Alors ce système qui consiste à considérer qu'un atome est fait d'un centre avec des électrons, c'est ce qu'on appelle le système, la représentation planétaire de l'atome, et elle est toujours enseignée dans les collèges pour faire comprendre aux élèves ce qu'est la matière. Mais, avec les progrès de la mécanique, de la physique, et notamment une partie de la physique qu'on appelait la mécanique quantique, on sait que cette représentation est fausse. Donc, l'atome est donc constitué d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons. Le proton n'a pas de charge électrique, le proton a une charge positive, et les électrons ont une charge négative. Et on a vu que les électrons, il y en avait plusieurs, ils étaient distribués en couches, et pas n'importe comment. Un électron qui a un certain éloignement du noyau, hein, donc à une certaine couche, correspond à un niveau d'énergie, c'est-à-dire qu'il a une certaine énergie. Si il saute d'une couche supérieure à une couche inférieure, l'électron perd à ce moment-là d'énergie, il va donc rayonner, il en va un rayonnement électromagnétique, et si plusieurs électrons font la même chose en même temps, c'est l'effet laser. C'est comme ça qu'on obtient les faisceaux laser. Par des moyens techniques, on arrive à faire sauter les électrons simultanément d'une couche à une autre. Plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 60, je crois, il y a une théorie, 60e, assez récente, 69, quelque chose comme ça, je ne sais plus là-dedans, je ne me rappelle plus exactement la date, on a développé une théorie du noyau qui explique que les protons et les neutrons sont eux-mêmes distribués en couches. Et eux-mêmes aussi sont distribués souvent à certains niveaux d'énergie. Et ceci a permis d'expliquer un phénomène qu'on n'avait pas du tout expliqué avant, c'est le problème de la stabilité ou de l'instabilité des noyaux atomiques. Hein, bon. Cette force centrifuge, donc, elle a tendance à éloigner l'électron, mais la force d'attraction électrique, inversement, a tendance à l'attirer. C'est par équilibre de ces deux forces que l'électron reste en équilibre sur une trajectoire. Ça, c'est la vision, je dirais, newtonienne, classique, de la physique classique, de l'équilibre de l'atome, comme pour les planètes. Très bien, là, ça marche pas trop mal. Mais où ça colle plus du tout, c'est le proton et le neutron. Comment ils sont liés? Par quelle force? Il y a le problème. C'est pas des forces électriques. Qu'est-ce que c'est que cette force, quoi? Or, cette force, elle est colossale. Et ça veut dire que l'énergie de cohésion de ces neutrons et protons est absolument colossale. Évidemment, et pourquoi? C'est la source de l'énergie nucléaire qui fonctionne dans les centrales. Donc, bon. Alors, il a fallu donc inventer des nouveaux concepts en physique pour rendre compte de cette force qu'on appelait force forte, force, interaction forte. Quelles sont les forces qui réagissent dans un atome? Il y a la force forte qui fait que ce qu'on appelle les nucléons maintenant, parce qu'on sait que le proton et le neutron peuvent se transformer mutuellement, maintenant on le sait, bon, donc on appelle ça des nucléons, donc proton, neutron, nucléon, hein, ils sont attirés par cette interaction forte. Première force. Deuxième force, il y a la force la plus connue, c'est la force électromagnétique. Alors c'est celle qui permet aux électrons, justement, d'être attirés par le noyau, par le proton. Et c'est cette force-là qui va permettre à des atomes d'être réunis les uns avec les autres pour former des molécules. C'est cette force
magnétique, nous sommes, nous, en fait, au niveau de la complexité biologique, biochimique, en fait, le résultat de l'action de force électromagnétique. Et puis il y a une troisième force qu'on a découvert plus tard, qu'on appelle la force électrofaible. Alors c'est celle qui, justement, est plus difficile à comprendre, c'est celle qui va permettre à un proton de se désintégrer en neutrons, plus un anti-électron, la formule c'est P donne N neutrons, plus anti-électron, c'est un électron positif, c'est un anti-électron, plus un neutrino, c'est technique, on passe là-dessus. Puis inversement, le neutron. Bon. Et quelle est la force qui permet... Alors, ça donne une radioactivité particulière, il y a une émission, à ce moment-là, une émission de rayonnement qu'on appelle rayonnement bêta, c'est la radioactivité bêta. Donc pour expliquer la radioactivité bêta, ni la force forte, ni la force électromagnétique n'ont été suffisantes, il a fallu modéliser une nouvelle force qu'on appelle la force électrofaible. Mais il y a une quatrième force qui existe dans l'univers, c'est la force de gravitation, c'est celle qui fait qu'on a un poids, hein, qui fait que le Soleil est attiré par que la Terre est attirée par le Soleil. Alors, dans la nature, donc, dans l'univers, à notre connaissance actuelle, tout est régi par quatre forces. Hein, la force électroforte, la force d'interaction forte, qui assure la cohésion des noyaux atomiques, et qui assure l'énergie des centrales nucléaires. La force électromagnétique, la force électrofaible et la force de gravitation. Tous les efforts de théorie de la physique depuis les années 1915 jusqu'à maintenant, et encore maintenant, même aujourd'hui, c'est d'unifier ces quatre forces dans une seule théorie. Et il y avait une formule tout à fait étonnante que les physiciens avaient constatée expérimentalement. Alors je ne vais pas ces détails techniques, c'est la je ne vais pas vous donner la formule exacte, mais c'est en gros ce qu'on appelle la permittivité du vide, magnétique du vide, électrique du vide. En les multipliant fois une certaine constante, peu importe, ça donne fois c, la vitesse de la lumière, égale 1. Il y a une formule qui relie les propriétés magnétiques, les propriétés électriques et la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Voilà, surtout après dans les années 47, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a créé les premiers synchrotons assez puissants. Et alors là, il y a eu une moisson absolument phénoménale de nouvelles particules qu'on ne connaissait absolument pas. Et on a pu recenser 350 particules nouvelles, hein, élémentaires, donc insécables. Et là, on sait maintenant que chaque force est véhiculée, transportée par une particule intermédiaire, hein, qu'on appelle un boson. Je m'explique. Entre la Lune et la Terre, entre votre corps et le centre de la Terre qui vous attire, qui fait que vous avez un poids. Quelle est cette force d'attraction? Quelle est sa nature? C'est assez mystérieux, parce que la Lune, il n'y a pas de petite ficelle qui attire la Lune vers la Terre. Mais qu'est-ce que c'est que cette force? L'espace semble déformé par une force invisible. Alors, depuis longtemps, on avait constaté cette force invisible. On a développé la théorie des champs classique. Einstein est allé beaucoup plus loin, lui, disant, l'attraction universelle, c'est pas comme le pense Newton, une force radiale entre deux corps. C'est une courbure de l'espace par l'existence même de la matière. Et les équations d'Einstein, en relativité générale, hein, en fait, ce n'est rien d'autre que montrer que l'univers que la gravitation est une nature géométrique. C'est-à-dire que la présence même de masse dans l'univers crée une déformation de l'espace et du temps. Qu'est-ce qui fait, en fait, que cette force existe? C'est un échange de particules entre la Terre et le Soleil. Ces particules s'appellent des gravitons. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore controversé. On est presque sûr de l'existence des ondes gravitationnelles, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas encore mis en évidence ce graviton. Voilà. Bon. Mais, par contre, les autres particules dont je vais vous parler, elles ont été mises en évidence. De manière générale, donc, les particules qui vont être responsables de ces champs de force, ça s'appelle des bosons. Vous agrandissez un atome de manière à ce que le noyau fasse 1 cm. Et vous avez peut-être un agrandissement à l'échelle. Eh bien, l'électron le plus proche sera 1 km. C'est-à-dire que c'est ce qui permet aux gens de dire souvent, la matière est faite plus de vide que de plein. En fait, on va s'apercevoir que le vide n'existe pas. Vous avez des briques qui constituent la matière, et vous avez des particules, donc des particules briques, si je puis dire, qui constituent la matière, et vous avez des particules liens, ciment, des particules de champ de force, qui véhiculent des champs de force, qui lient ces briques entre elles, qui constituent les atomes, qui constituent tout ce qui existe, tout ce qui est structuré dans l'univers.
La première catégorie de particules, les briques, c'est ce qu'on appelle des fermions. Ça vient du nom du physicien Enrico Fermi, fermion. Et puis, vous avez deuxième catégorie de particules, c'est celles qui véhiculent les forces dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 4 forces en question. Ce sont les bosons, c'est ça, c'est eux les bosons. Donc l'univers est fait de 2 grandes catégories de particules, pas des milliards, 2 sortes de particules. Les particules briques, les fermions. Alors, pour s'en rappeler, pensez à fermement, voilà. Et les bosons, c'est-à-dire les particules ciment, si je peux dire. Donc dans les particules élémentaires des fermions, vous avez les quarks et vous avez les leptons. Donc il y a les quarks qui, eux, sont sensibles à l'interaction forte et qui vont constituer les protons et les neutrons. Ce sont les microbriques qui vont constituer les nucléons, qui elles-mêmes ne sont pas des particules élémentaires, le proton et le neutron sont des particules, elles, constituées de 3 quarks. Et puis il y a les leptons, et le lepton le plus connu, depuis longtemps, c'est l'électron. L'électron est une particule élémentaire qui fait partie aussi des fermions, mais qui est un lepton. Et vous avez ce qu'on appelle la grande famille, un peu mystérieuse, des neutrinos, qui sont des particules sans masse. Oui, alors je reprends, fermions, leptons et quarks. Dans les leptons, vous avez l'électron et puis les neutrinos. Voilà. Et puis dans les quarks, il y a les quarks de l'autre côté. Et les quarks s'agglutinent par paquet de 3, pour donner ce qu'on appelle des baryons. Parmi les baryons, les plus connus, c'est les nucléons, c'est-à-dire ce sont les protons et les neutrons. Mais il y en a d'autres. On distingue chez les quarks des saveurs de quarks. C'est par rapport à leur fréquence dans la nature. Et dans la première génération, ce sont les particules briques qui constituent la matière, qui constituent notre corps, qui constituent tous les atomes des 92 éléments du tableau de Mendeleïev. Voilà, et même des atomes artificiels qu'on connaît. C'est donc tout. Voilà, c'est donc tout ce qui continue les atomes du tableau de Mendeleïev. Ça, c'est. Par contre, après deuxième, troisième génération, ils existent puisqu'on les a découverts dans les rayons cosmiques, dans les accélérateurs. Ça fait partie aussi des bouts de l'univers. Mais leur temps de vie est de plus en plus court. Et ceux-là ne peuplent pas l'univers d'une manière permanente. Ils sont là d'une manière intransitoire. Alors ça, c'est pour les fermions. Donc, résumons, fermions, leptons plus quarks. Alors, je passe, il y a aussi des couleurs de quarks. Bon, il y a 3 couleurs, rouge, vert, bleu. Alors, pourquoi on parle de charge de couleur? J'ai oublié de le dire, c'est fondamental. C'est tout simplement pour expliquer cette fameuse force nucléaire inconnue, dont on n'avait pas expliqué tout à l'heure l'existence. Qu'est-ce qui fait qu'un proton est attiré par un neutron? Et bien, c'est justement, non pas la charge électrique, mais la charge de couleur, des quarks, en réalité. Ça, ce sont les briques. Maintenant, le ciment. Alors, vous avez donc là les bosons, grande famille des bosons. Alors, pour chaque boson, pour chaque type de force, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 4 forces dans la nature, dans l'univers, il n'y en a pas 10 000, il y en a 4. Vous avez un boson intermédiaire, c'est-à-dire que c'est un boson qui va être émis par une particule, absorbé par une deuxième, et vice-versa, et qui va donc assurer entre ces 2 particules cette cohésion, cette force invisible qui les lie l'un à l'autre. Pour les quarks, qu'est-ce qui va faire qu'un quark va être attiré par un autre quark pour former un proton? Les 3 quarks sont attirés l'un vers l'autre par une force, et cette force est véhiculée par une particule intermédiaire, un boson, qui s'appelle un gluon. Entre un proton et un électron, par exemple, qu'est-ce qui fait que c'est attiré, etc. Qui suit les lignes de force, c'est le champ électromagnétique est supporté par le boson, qui est le photon, la lumière, qui n'a pas de masse. Le photon n'a pas de masse. Et pourquoi? Il voyage à la vitesse de la lumière, puisqu'il a la lumière. Et puis enfin, je termine, il y a enfin une dernière force, la force électrofaible. Ce sont des bosons qui ont été mis en évidence en 83, donc il n'y a pas très longtemps au CERN, ce qui avait été prévu 10 ans avant, d'après les calculs, et ça s'appelle les bosons W plus et moins et Z0. Donc ça y est, on a le tableau complet, toutes les forces de l'univers sont transportées, le ciment de l'univers, c'est quoi? C'est donc, résumons, pour la force électromagnétique, c'est le photon, pour la cohésion nucléaire, ce sont les gluons, pour la force électrofaible, ce sont les W plus ou moins 0, et pour la gravitation, ça n'a pas encore mis puissance, c'est le graviton. Voilà, on a un tableau magnifique, là, à peu près complet. Et il restait un mystère. C'est comment se fait-il que parmi tous les bosons, aucun n'a de masse, sauf les W plus moins et Z0. Le pourquoi, c'est le boson de Higgs. C'est-à-dire qu'en fait, le champ de Higgs, c'est ce qui va donner aux particules, soit une masse, soit pas de masse. C'est quand même énorme comme explication. Puis 2, suivant l'interaction, l'intensité d'interaction avec le champ de Higgs, eh bien la particule aura une masse plus ou moins importante. Donc du même coup, on explique aussi la dissymétrie matière-antimatière. La théorie quantique des champs, c'est justement le fait d'avoir compris que la cause des forces
qui régissent l'univers, ce sont des microparticules qu'on appelle des bosons. Et des quantiques, parce que ce sont des quantités d'énergie, si vous voulez, cristallisées. Mais il y en a un qui est quand même très important, très important, c'est le principe d'indétermination ou d'incertitude d'Heisenberg. Il a découvert deux choses. Premier point, c'est une formule que je vous explique tout de suite après, c'est la formule qui donne delta t par delta, on va dire x, supérieur à h sur 2pi. Alors, ça veut dire quoi? Je traduis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir simultanément la même précision sur la position d'un corps et sa vitesse. Contrairement à toutes les lois de la physique connues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simultanément connaître la vitesse d'un électron et sa position. Ça veut donc dire conséquence de cela que la notion même de trajectoire d'une particule est obsolète. Deuxième formule, Heisenberg, delta E par delta T, à peu près constant h sur 2pi. Ça veut dire quoi? Ça viole les lois de conservation d'énergie. Et c'est ça qui est à la base de l'existence des particules virtuelles et du vide quantique. La conception de la matière devient à ce moment totalement différente de ce qu'on sait. Cette espèce d'atome, où on voit un petit noyau comme un soleil avec des planètes, c'est fini ça. C'est pas comme ça que ça se passe. L'électron est entouré, chaque électron est entouré d'un nuage de photons virtuels, de positons, et d'électrons et d'anti-électrons virtuels, qui s'annulent, qui donnent des photons. Dans le noyau, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le proton qui est constitué de 3 quarks, certes, mais qui sont eux-mêmes entourés d'un écran et d'un nuage de quarks et d'antiquarks qui se désintègrent. C'est cette force de cohésion entre nucléons, entre protons et neutrons, c'est pas les gluons. Les gluons, c'est ce qui assure la cohésion à l'intérieur de chaque proton et chaque neutron entre les 3 quarks. La cohésion, la force de cohésion entre protons et neutrons est assurée par un échange, là aussi c'est un échange, de méson pi. Et vous avez donc des échanges de particules entre ce nuage électronique et ce nuage, qu'on pourrait dire, nucléaire. Donc, en fait, on s'aperçoit alors que le monde, tel qu'on a vu, sous forme de micro-objets, parce qu'en fait c'est ça, on est attaché à notre anthropocentrisme, il y a le verre, il y a la table, il y a ceci, en fait, on est plus exactement dans un univers où nous sommes dans une sorte de bain d'énergie, avec des cristallisations de cette énergie à certains endroits, des condensations d'énergie, avec propagation de cette énergie sous forme de champs et d'ondes, mais on n'a plus de micro-objets. Moi je suis frappé parce qu'on parle de maisons où il y a des échanges tenus par la mère Quark, alors là on t'offre de l'atome. Moi je trouve que c'est pas mal. Et alors les échanges c'est gluons en plus, donc c'est étrange. Et c'est de l'atome de ma voix. Oui, en plus. Et donc pas de sa voix.